Économia, nous allons parler économie comme vous l'aurez deviné, comme chaque jeudi dans Tok Tok Sénégal. Mamadou Ndiaye. Al. Je vous laisse dire bonjour avant que oui, nous mais je dis démarrions. bonjour. Je dis bonjour à tous les amis, aux amis de Hassana et aux amis d'Amadou Bari. Hein. Ah oui, hein? J'ai dit que c'était la revue de titre avec Amadou Bari. Non, mais Amadou Bari devenu solal. Pour éviter les conflits, il faut les fusionner, quoi. Hein. C'est plus important. Voilà, nous sommes... il y a eu un report de la présidentielle à Mamadou Ndiaye. Ouais. Ça aura sûrement des conséquences sur l'économie. L'instabilité, les entreprises vont se dire, écoutez, nous allons investir moins, ou bien nous allons, les investisseurs potentiels qui devaient venir créer des emplois se diront, ah non, on attend que ça se tasse pour que nous puissions venir aussi injecter notre argent. Quelles sont les conséquences du report de la présidentielle et ce climat d'instabilité? Mais les conséquences sont nombreuses, très nombreuses et variées, mais très variées. Chaque acteur de l'économie aujourd'hui subit les à-coups et les conséquences de cette décision politique qui a été prise, sans tenir en considération l'impact sur les vrais acteurs de l'économie. En vérité, Al. Et le panier de la ménagère aussi ne va pas épargner. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'économie, c'est le sens des réalités. Ce n'est pas les théories ou les grandes chimères. C'est le sens des réalités. Donc être plus proche des gens pour voir peut-être la mesure que je prends au plan politique, comment elle va être accueillie d'abord par ceux qui, au quotidien, appréhendent donc la vie par ces mesures, par ces décisions qui les impactent. Les chefs d'entreprise ont sorti un communiqué, mais est-ce que ça a été entendu? Non, parce que le vacarme politique a couvert justement la réaction des hommes d'entreprise. Les concessionnaires de voitures qui ont importé beaucoup de voitures en prévision justement de pouvoir louer les chefs de parti, les caravanes, les responsables locaux, les responsables régionaux. Donc à tous les échelons de responsabilité, les gens ont dit oui, nous voulons faire de la préhension sur donc un parc automobile en prévision de la présidentielle du 25 février. Donc ces gens aussi, tenant compte de cela, et sentant peut-être aussi que c'est une traite. Au Sénégal, on parle de traite quand il y a une abondance d'activité à une période donnée. C'est comme, par exemple, on a tiré ça justement de la traite de l'arachide dans les années 1800. Ces gens ont importé des véhicules, ou en tout cas, ils ont commandé des véhicules. Ces véhicules, en principe, devraient être loués à une crielle de gens intéressés effectivement par les caravanes. Mais résultat des courses, les véhicules sont arrivés, les véhicules sont stationnés quelque part. Je ne prends que cet exemple. Sont stationnés quelque part, et puis ensuite on dit on reporte l'élection présidentielle. Prévision faussée. Totalement faussée. Chiffre d'affaires inexistant. Totalement faussé, inexistant. Et ensuite maintenant, là ils craignent une autre chose parce que ils ont assuré ces véhicules. Mais maintenant que ces véhicules ne seront pas utilisables à court terme, le problème qui se pose à eux, c'est un problème de stockage, mais en même temps aussi c'est un problème de gardiennage. Et de remboursement de sécurité d'abord, oui. De sécurité, parce que ici nous n'avons pas les grosses infrastructures où on peut prévoir des hangars où on met les voitures à l'abri et en sécurité. Et mais c'est des concessions qui sont sur la VDN, qui sont sur les grands axes routiers et des trucs comme ça. Donc demain, s'il y a une furie encore qui se soulève dans ce pays-là, ces voitures sont exposées au caillassage. Donc ce qui explique qu'en vérité, on n'a pas tenu compte justement de ce facteur-là. Mais les chefs d'entreprise, ceux qui voulaient investir, qui ont dit mais croisons les bras quand même en attendant peut-être de voir comment l'horizon va s'éclaircir. Ces gens sont affectés. Les petites et moyennes entreprises qui font des commandes en fonction peut-être des résultats immédiats, des rentabilités immédiates, eux également sont très affectés par ça. Absolument. Parce que beaucoup également s'étaient orientés, comme du temps de la Covid. Figurez-vous que quand il fallait créer les masques, certaines chaînes d'entreprises ont changé très rapidement de trajectoire en disant nous allons confectionner des masques. Absolument. Voyez-vous, donc par rapport à la présidentielle aussi, certains d'entre eux disent mais tiens, tenons compte de ce facteur-là pour voir dans quelle mesure nous pouvons gagner les marchés. Ils s'adaptent au marché. Et ils se sont adaptés au marché. Impression, tous les goodies, je parle aux communicants routiers. Les thermoflash et autres. Entre autres. Mais en même temps aussi peut-être toute une infrastructure de base, par exemple les traiteurs de toutes conditions,
dans les régions. Parce que pour accompagner certains candidats aussi, il faut peut-être qu'il y ait toute l'infrastructure urbaine pour aller avec. Vous voyez, où les gens veulent se changer, les gens veulent peut-être prendre la douche dans le camion où il y a peut-être quelques commodités. Absolument. Enfin bref, tout ce monde-là, en accompagnant peut-être le candidat, eh bien, ça nourrit une activité pérenne pendant 1 mois, pendant 21 jours. Mais tout ce monde-là, peut-être aujourd'hui, se retrouve sur les carreaux. Et c'est ça qui est le danger. Parce que dans notre pays, on a renversé la médaille. Au lieu que la politique soit au service justement de l'économie, c'est l'économie qui est au service justement de la politique. Pourquoi? Simplement parce que, regardez quand il y a des appels d'offres. La plupart des chefs d'entreprise, ils font les couloirs. Ils vont voir le plus puissant, celui qui décide. Or, celui qui décide ne connaît absolument rien de l'économie. Ne connaît rien des réalités économiques, je veux dire. Et par conséquent, lui-même, il sent qu'il a un pouvoir qui monte en lui parce qu'effectivement, les chefs d'entreprise courent après lui. Mais, M. Mamadou Ndiaye, quelle est la responsabilité de l'État dans un cas de figure? Parce que vous avez parlé des concessionnaires qui achètent 100 véhicules. 100 véhicules, l'unité à, disons, 20 millions. Ça fait quand même en principe, 2 milliards. Mais en principe, comme disait un jour Robert Sagna, me confiant, il dit la campagne agricole, ça se prépare minutieusement. C'est presque 6 mois à l'avance. Rester à 1 mois de la campagne agricole pour pouvoir lancer maintenant les ordres de marché et autres, ce n'est pas sérieux selon lui. Et il dit, son équivalent, c'est la campagne de l'élection présidentielle. Ça se prépare également depuis plus de 5 ans. Voyez-vous? Donc rester à 21 jours pour dire peut-être on n'est pas prêt, donc on reporte l'élection. Pour ce Robert Sagna, si je comprends bien et si je traduis son esprit, ça n'est pas sérieux. Pas plus qui est responsable? Qui doit les dédommager? Mais parce qu'on manque de prévenance et on manque de prévoyance dans ce pays-là. On ne regarde pas l'horizon qui arrive, même si l'horizon peut-être on ne peut pas le toucher. Mais au moins quand même, quand on fixe un horizon, on essaie peut-être pendant cette période-là de remplir toutes les cages de façon à ce qu'on soit prêt le jour J. On soit prêt peut-être quand le sifflet retentit. On est prêt quand peut-être la ligne de départ est réglée. Mais ici, dans notre pays, souvent, je dis, il y a l'aléatoire, il y a l'improvisation. Malheureusement. Et il y a l'à peu près. Donc ces 3 facteurs réunis font que peut-être les hommes politiques, et je le dis aussi, les hommes politiques, pour la plupart, ils ne sont pas responsables. Et quand on dit qu'ils ne sont pas responsables, c'est moins choquant que quand on dit qu'ils sont irresponsables. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous dites d'un homme politique, il est irresponsable, il se fâche. Mais quand vous lui dites non, vous n'êtes pas responsable de cela, les vaches sont bien gardées. Or, l'irresponsabilité, c'est quand l'action que vous menez n'a pas de conséquences pour vous. C'est ça l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est de dire ce qui va se passer après, on ne va pas me l'imputer comme responsabilité. Voilà des faits. Aujourd'hui, on a reporté donc l'élection présidentielle, mais maintenant, les paramètres impactant l'économie qui pourraient en être responsables, aucun ne désignera le plus petit doigt pour dire que c'est moi. Personne. Or, les gens, ils vivent en ce moment peut-être dans l'angoisse. Parce que pour la plupart des chefs d'entreprise, pour la plupart des opérateurs économiques, ce qui se pose à eux, c'est leur crédibilité vis-à-vis justement des fournisseurs, vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des banques, des compagnies d'assurance, vis-à-vis donc du marché. Or, l'homme politique, sa crédibilité, elle est aléatoire, elle est versatile, elle est même saisonnière. Voyez-vous, la crédibilité d'un homme politique, c'est peut-être un jour, le lendemain, comme on dit en Wolof, mauvais dit, ou bien il nie tout, et puis après, il recommence à zéro. Absolument. Or, le chef d'entreprise, mais c'est une kyrielle de signature, c'est un jalonnement de responsabilité et d'engagement. Par conséquent, si peut-être l'homme politique doit prendre une décision à caractère économique, il doit veiller à ce que peut-être cette décision politique impactant une économie soit bien analysée, soit bien peut-être située, de façon à ce que peut-être on ne laisse pas des patates chaudes entre des gens qui ne sont pas responsables. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que l'engagement de l'État envers les sociétés privées est irrévocable? Oui, parfaitement. Et attaquable en justice aussi. Parce que de plus en plus, on remarque que des entreprises attaquent l'État pour pouvoir rentrer dans le fond. Vous savez, il y a 2 fausses idées que les chefs d'entreprise et les hommes politiques, donc les dirigeants des organismes d'État, entretiennent, et je ne sais pas pourquoi. La première idée, ils disent que l'État ne tombe jamais en faillite. Par conséquent, on peut toujours peut-être prêter de l'argent à l'État ou bien être redevable de l'État, mais après, on trouvera toujours moyen de régler le problème. Mais il y a des créances qui datent de plus de 15 ans. Or, une entreprise, n'est-ce pas, dont les créances dépendent de l'État, depuis plus de 15 ans, cette entreprise-là, elle est à la faillite. Absolument. Donc voilà une responsabilité de la puissance publique. Donc cette fausse vérité-là, elle est érigée maintenant en mensonge partagé par tout le monde, que l'État ne tombe jamais en faillite. Même ceux qui sont au sein de l'appareil d'État
jubile parce que simplement, voilà, on leur a, il véhicule cette idée et elle est partagée par la grande masse. Mais elle ne repose sur aucun fondement. Elle ne repose sur aucun fondement parce que les responsables d'aujourd'hui ne sont pas les responsables de demain. Ceux d'aujourd'hui également, ceux d'hier également ne sont pas responsables aujourd'hui. Quand on prend un engagement au nom de l'État il y a 15 ans, ceux qui arrivent aujourd'hui, même s'ils pensent du point de vue de l'idée que bon oui, c'est la continuité de l'État, oui. mais eux, ils se dérobent pour ne pas prendre en charge une responsabilité peut-être bon, qu'ils veulent évacuer. Donc la continuité de l'État, de ce point de vue-là, peut-être bon, ça mérite d'être revu. Mais là, maintenant, la deuxième fausse idée, c'est que quand un chef d'entreprise accepte peut-être bon que l'État cautionne un peu son activité, mais après il court après pour voir peut-être quelle est la personne désignée pour peut-être bon, au moins régler son problème. Il n'arrive pas à l'identifier parce qu'entre-temps, dans les mouvances au sein de l'appareil d'État, il y a des affectations, il y a des nominations, il y a des changements d'appellation, il y a des changements même de structure et de statut. Par conséquent, si toute cette paperasse administrative-là s'amoncelle sur une table, le chef d'entreprise qui arrive, il n'a plus d'interlocuteur. Il ne sait plus à qui s'adresser. Il est en train de reconstituer l'historique donc, de sa créance vis-à-vis de l'État. Qui peut être contesté d'ailleurs. Et puis qui peut être contesté par le nouvel arrivant. Donc, cette contestation-là, elle traverse l'ensemble de l'administration, si bien que les chefs d'entreprise, il y en a même qui se connaissent dans les couloirs à force de les fréquenter. Voyez-vous. Et c'est ça qui fait que peut-être bon, ça affaiblit l'entreprise. L'entreprise n'a plus au moins comme un interlocuteur attitré qui est, puisque on parle de l'État et de sa permanence, qui devrait être une instance au sein de l'État pouvant peut-être bon, au moins prendre en charge les préoccupations justement des chefs d'entreprise et trouver maintenant une corbeille où on met l'ensemble de ces problèmes-là et on trouve des agents assermentés, attitrés, pour pouvoir prendre en charge justement ces questions-là. Parce que les chefs d'entreprise n'ont pas d'interlocuteurs. Ils ne l'ont qu'occasionnellement et surtout quand il y a une opportunité politique. Alors, Hassana, avant que tu nous poses ta question, il y a une mention. Quand il y a passation de service, sous réserve. Quelle est sa valeur juridique? Le sous réserve? Oui. C'est-à-dire d'établir la preuve que tout ce qui a été mentionné a suivi une orthodoxie peut-être financière pour permettre à celui qui vient d'arriver de se conformer à la décision. Mais en général, quand on met sous réserve, c'est qu'on peut contester. Parce que peut contester, justement. Oui, on peut contester. Oui. Tout le monde peut contester. Surtout celui qui arrive. Surtout encore quand il n'est pas... pour surtout choses, encore quand il n'est pas du même bord politique que celui qui n'est pas. Absolument. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des règlements de compte et avec des couteaux dans le dos. Si bien, enfin, je ne décris pas l'administration sénégalaise comme une administration moribonde, mais au moins quand même, ces manquements souvent ne trouvent pas solution et celui qui paie les pots cassés justement c'est le chef d'entreprise. Mais j'ai envie de dire à l'État sénégalais que s'il veut que les emplois créés soient permanents, il faut que lui-même ait le réflexe justement de la préservation des emplois parce que c'est un de ses devoirs. Après ta question, nous allons revenir sur le quitus fiscal parce que... C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est toujours important de revenir sur ces points-là parce que là, on parle de politique en oubliant l'aspect économique et l'impact que ce report peut avoir sur l'économie sénégalaise. Mais maintenant, moi, ma préoccupation, ou bien la question que je voulais poser aux doyens, c'est par rapport à ces sanctions que l'on agite à gauche et à droite. Il y a l'Union européenne qui demande à l'État du Sénégal de rétablir ou bien de suivre l'orthodoxie démocratique. Il y a les États-Unis de l'autre côté, la CEDEAO, il y a même un avocat nigérien qui a demandé à ce qu'il y ait un gel des avoirs de certains. Quel impact ces menaces et autres peut-être futures sanctions peuvent avoir sur le panier de la ménagère, mais aussi sur le Sénégalais lambda qui n'est pas à la tête de l'État et qui ne gouverne pas? Bon, il est bien évident que quand ces institutions s'expriment, c'est parce qu'elles observent un peu aussi l'évolution du pays. Donc, ne serait-ce que pour ça, nous ne pouvons plus évoluer en vase clos. C'est-à-dire, on ne peut plus faire du yamaner dans le pays en pensant peut-être que, bon, voilà, il y a une Kennekuchi. Ça, je pense que ça appartient à une autre époque et la page est tournée. Mais maintenant, nous sommes dans des dynamiques qui font que, quand ces institutions se prononcent, c'est parce que aussi elles ont la main dans l'activité justement de ce pays. À longueur d'année, à longueur de journée, on nous montre justement des signatures de conventions. On nous montre peut-être bon, des dons. On nous montre peut-être bon, voilà, des plénipotentiaires peut-être bon, de l'Union européenne ou en tout cas des Occidentaux avec des plénipotentiaires sénégalais, convenant bon, voilà, d'accords de ceci ou de cela. Mais ça, c'est un engagement et c'est une implication implicite de ces grands organismes-là.
nous n'avons pas conscience qu'en vérité, il arrivera un moment où peut-être bon aussi, ils peuvent demander des comptes. Mais parce que les accords et les conventions qui sont signés engagent l'État sénégalais, mais engagent aussi notre propre pays. Si bien que demain, quand nous nous comportons maladroitement ou bien faussement, eux, ils prennent leur plus belle plume pour se prononcer justement sur des activités intérieures. Absolument. Parce que quand même, quand ils s'engagent à coups de milliards sur des financements importants dans le pays, que simplement un acte politique vienne gêner ou bien peut-être compromettre un peu cet engagement-là, eux, ils ne sont pas d'accord. Voyez-vous. Et ensuite, on ne peut rien leur dire qu'ils ne le sachent. Parce qu'après tout, ils surveillent eux aussi. Ils ont des plénipotentiaires qui sont dans le pays, qui font souvent des rapports réguliers pour montrer un peu les dynamiques, l'évolution du pays, les forces et les faiblesses, tout comme aussi peut-être les scénarios. Même quand il y a crise, ils parlent de scénarios. J'ai compris que sur la plupart des déclarations qui ont été faites justement par ces organismes-là, il n'y en a pas un parmi ces organismes qui ait dit qu'il y a une crise politique au Sénégal. Ils ne l'ont pas dit. Or, ici, tout le monde répète comme une chanson d'été qu'en vérité, nous sommes en pleine crise. C'est de la diplomatie. Alors que... Il faut être courtois. Merci. Alors que peut-être les institutions quand même disent que non, les institutions sénégalaises fonctionnent à merveille. Il peut y avoir des contradictions entre une institution et une autre, mais puisque c'est des gentlemen agreements entre ces différentes institutions où il y a des hommes de crédibilité qui sont placés à leur tête, par conséquent, s'il y a des divergences de point de vue ou des divergences d'appréciation, ça se règle autour d'une table entre gens qui donnent priorité quand même à la stabilité du pays. Mais si ça ne l'est pas, maintenant, ça peut inquiéter ces organismes-là, qui peuvent dire, attention, n'allez pas plus à fond. Attention, surveillez un peu peut-être la stabilité de votre pays. Votre économie est fragile. Votre société est en train de se détricoter. La jeunesse est désemparée. Les actifs productifs de votre pays faiblissent. Votre croissance n'est pas des meilleures. Vous êtes loin peut-être des 2 chiffres de croissance que vous aviez annoncés. Je veux dire, vos niveaux d'engagement internationaux également sont très aléatoires. Je pense que ces éléments, quand on les aligne, pour qui peut lire un peu la réaction d'un organisme international, peut comprendre qu'en vérité, ils ont mis le doigt sur la plaie. Et il ne faudrait pas qu'on tergiverse. Mais maintenant, ramener au panier de la ménagère. Parce qu'il y a l'eurobond, il y a le Sénégal qui c'est ça que je disais. prévoyait. C'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Ces engagements de l'État restent des engagements de l'État, quel que soit l'État qui va venir ultérieurement. C'est pourquoi eux, parce qu'ils sont responsables, ils alertent, ils avisent. Et en même temps aussi, ils peuvent prononcer à la limite des sanctions. Et Dieu sait que quand ils prononcent des sanctions, ça peut aller peut-être du gel des avoirs de certains des dirigeants d'un pays donné. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un coup d'État au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, ils ont dit, vous tous, vous avez des comptes chez nous. Et pourtant, ce sont des gens qui disent, urbi et orbi, que voilà, nous sommes des patriotes, nous sommes ceci, nous voulons cela. Ils ont tous leurs enfants qui fréquentent justement les grandes écoles dans ces pays-là. Donc, ils ont des moyens de coercition de certains pouvoirs. Mais même chez nous, quand certains parmi nous sont propriétaires justement de biens qu'ils ont eux-mêmes déclarés à l'extérieur, mais c'est des moyens de coercition de ces pouvoirs-là sur justement certains dirigeants qui ne sont pas dans une orthodoxie politique. On va revenir au marché local, mais pas les entreprises structurées. Il y a eu en fait coupure d'Internet pendant 2 jours. Alors là, en tant qu'économiste, alors que quasiment la totalité des gens maintenant sont sur le digital. Quelles sont les conséquences d'une telle action? Mais prosaïquement, c'est de dire nous avons été coupés du monde. Absolument. Et quand on est coupé du monde, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Tout comme le monde également ne sait pas ce qui se passe en notre sein. Ça donc, c'est, même du point de vue de l'image, c'est pas bien. Parce que maintenant, le monde est interconnecté. Il est devenu un village planétaire, comme le disait un sociologue canadien. Les petites économies qui commencent quand même à entrevoir une certaine expansion à travers donc, le net. Vous voyez peut-être les petits producteurs qui sont dans le bassin arachidier ou les petits producteurs qui sont peut-être dans l'Anambé. La vision qu'ils pouvaient avoir de leur production dépendait de la connaissance qu'ils ont de la surface de marché, mais via l'Internet. Absolument. Les commandes, c'est par Internet qu'ils les avaient. Absolument. Le téléphone. Souvent, il y a des régulateurs qui demandent peut-être est-ce qu'il y a une production conséquente de pommes de terre dans telle ou telle zone.
quelqu'un qui a effectivement cette production conséquente-là peut se signaler sur la base justement d'une plateforme et dire moi j'ai cette quantité-là. Ensuite, un transporteur dit moi je peux aller transporter justement ces productions-là. Donc vous voyez, il y a une interconnexion des activités et tous les secteurs peut-être s'imbriquent pour peut-être au moins réussir un plan de commercialisation d'un produit donné. La pomme de terre, le maïs, le niébé, et j'en passe. Donc Internet était devenu peut-être un élément essentiel dans les circuits d'échange, de transformation, de production et même aussi de préservation. Mais puisqu'on coupe Internet, eh bien, on coupe même l'interconnexion entre les différents acteurs, si bien que peut-être à un moment donné, ils sont devenus aveugles, personne ne peut prendre d'engagement, parce que tous les engagements pris alors que le net est coupé sont des engagements aléatoires. Une question aussi, les chefs d'entreprise qui attrait à la barre l'État du Sénégal pour comment je dis, il y a un terme que vous utilisez, non-respect de ces engagements. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi de les isoler ou bien de se faire isoler par l'État du Sénégal parce qu'ils ont un contentieux? Vous savez, je ne suis pas dans la commotion ou dans l'émotion spontanée, mais un chef d'entreprise qui est attrait à la barre ou bien qui a des démêlés judiciaires, comprenez qu'au fur et à mesure qu'il fréquente donc le tribunal, il déserte justement son entreprise. Et aucune décision ne peut être prise au niveau de l'entreprise parce que effectivement le chef lui-même, il est tout le temps convoqué devant les tribunaux. Ça aussi, on doit le régler. On doit pouvoir peut-être dire comment un chef d'entreprise peut, tout en s'occupant de son entreprise, également faire face à ses responsabilités civiles ou sociétales. C'est une thématique. Je sais qu'il y a des organismes qui peuvent prendre tout de suite en charge justement cette préoccupation-là. Mais au moins quand même, faisons de sorte que l'entreprise ne subit pas un peu les avatars de son patron qui est convoqué à la gendarmerie, à la police, devant les forces de défense et de sécurité ou bien peut-être devant les tribunaux. Mais idéalement, le chef d'entreprise, il est un citoyen comme n'importe lequel des citoyens. Donc s'il est en infraction, effectivement, il répond de ses actes. Mais au moins l'entreprise, pour la préserver, il faudrait peut-être qu'il y ait un certain environnement qui permette au chef d'entreprise, n'est-ce pas, de faire face à ses responsabilités, mais surtout également de faire face à la responsabilité première, c'est-à-dire de pérenniser son unité. Parce qu'à l'intérieur de l'unité, il y a plein d'engagements. Il y a des engagements fiscaux, il y a des engagements douaniers, il y a des engagements administratifs, mais il y a des engagements salariaux. Oui, parce que quand même, si vous avez des employés qui ne dépendent peut-être que de l'activité, or le pilote de ces activités lui-même, il est retenu dans des lieux de détention, ça compromet à moyen terme cette entreprise-là et ensuite ça compromet aussi les emplois dont la pérennité peut être assurer une certaine survie des familles. Parce qu'un chef d'entreprise qui emploie 10 personnes, ces 10 employés, eux-mêmes sont responsables de familles d'une dizaine de membres. Vous imaginez un employé maintenant qui est privé de son emploi, qui est privé justement de son salaire, parce que simplement son entreprise ne fonctionne pas, parce que simplement le chef d'entreprise est attrait devant les tribunaux. Regardons un peu peut-être comment on le fait, parce que quand même ailleurs on le fait et on y réussit. Un chef d'entreprise peut toujours répondre de ses obligations, mais tout en continuant à faire fonctionner son entreprise de façon à ce que peut-être il soit dans la sérénité de gagner des marchés, de satisfaire peut-être ses clientèles, s'il est fournisseur, de satisfaire peut-être le marché s'il est lui-même peut-être producteur, et ensuite s'il est transformateur également, il peut collecter les produits auprès donc des producteurs, mais il respecte donc la chaîne d'engagement qu'il a eu à prendre vis-à-vis justement des tiers. Or ici, je pense que ces éléments-là ne sont pas comptabilisés dans la réussite d'une entreprise, mais surtout dans la réussite d'un chef d'entreprise. Une dernière question, si vous le permettez. Ah oui, une dernière. Il est 8h06. L'importance du quitus fiscal pour soumissionner à un marché, un appel d'offres local ou international. Vous savez, au niveau des impôts et domaines... Parce que au niveau des impôts et domaines, oui. Effectivement, le quitus fiscal a été ce qu'ils ont appelé là-bas la belle trouvaille. Autrement dit, puisque l'administration peut-être est une continuité et ensuite il y a une solidarité administrative, on peut à un moment donné peut-être connaître le passé du chef d'entreprise sur la base simplement du quitus fiscal, qui n'est octroyé que quand peut-être on a rempli toutes les autres conditionnalités. Si on n'a pas effectivement le quitus fiscal, on ne peut répondre à aucun appel d'offres. Donc le dossier n'est même pas examiné. Par conséquent, le quitus fiscal c'est presque une sorte de passeport avec le visa.
Vous savez que le visa, quand vous arrivez dans le pays, l'agent qui vous reçoit en premier, il peut, parce qu'il a cette souveraineté, il peut même vous retourner votre visa et vous dire retournez chez vous. Absolument. Donc ce n'est pas le sésame qui vous permet d'entrer dans le pays. Donc il faut chaque fois se prémunir d'une certaine précaution. Qu'on peut arriver, parce que peut-être le visage n'est pas un visage qui peut plaire donc à l'agent des frontières, et puis il vous renvoie. C'est pareil pour le quitus. Le quitus également, à un moment donné, ça servait de bréviaire pour qu'au moins on comprenne un peu quels sont les actifs qu'il y a dans le pays, quels sont les contribuables. Est-ce qu'eux-mêmes sont en règle avec l'administration fiscale? Donc par le quitus fiscal, on pouvait régler cette question-là. Mais maintenant, le problème c'est de savoir si le quitus fiscal en lui-même n'est pas un frein à l'expansion des entreprises. C'est une question qui est posée. Certains chefs d'entreprise commencent à se dire, en vérité, on restreint peut-être la participation aux appels d'offres, simplement parce que le quitus fiscal n'est pas un outil accessible au plus grand nombre, parce qu'il y a des coercitions qui sont opérées par l'administration fiscale. Elle est dans son droit, mais elle doit avoir aussi l'intelligence de combiner la subtilité, l'habileté et la ductilité, c'est-à-dire la souplesse d'appréciation justement d'une conjoncture. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. Si je vous demandais en 30 secondes, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, un petit plaidoyer pour Walfadjri, 200 pères de famille, 2000 personnes voilà, qui vivaient des ressources de ces familles-là, en tant que directeur de la communication d'un groupe de presse, quel est le message que vous pouvez leur lancer à Bocar Thiam, le ministre de la Communication, à l'État du Sénégal, en 1 minute, s'il vous plaît? Mais je suis très sensible à cela, oui, parce que je suis un ancien de Walfadjri aussi. Oui. J'étais de la première génération qui a monté donc Walfadjri. Je suis très sensible. Vous savez, le linge sale peut se laver toujours en famille. Mais quand on est au milieu de la cour, comme on le dit dans le Jolof, quand on est au milieu de la cour, c'est la fraternité qui l'emporte. Donc ici, c'est la confraternité qui doit l'emporter. Ce qui se passe à Walfadjri, couper le signal, retirer une licence, c'est en fait une mort programmée justement d'une entreprise. Je pense que le ministre peut-être a réagi un peu à coup, mais avec la lucidité qu'on lui connaît, avec aussi peut-être le sens des responsabilités qu'on lui connaît, je pense que le ministre peut revenir sur cette décision en essayant peut-être de convaincre ses supérieurs sur la nécessité de rapporter justement cette mesure qui freine un groupe, qui quand même, attention, a accompagné ici beaucoup d'hommes politiques, a fait la promotion de beaucoup d'hommes politiques. Et ensuite, Walfadjri est devenu une institution, peu importe peut-être les débordements ici ou là, c'est à comprendre par rapport justement à la conjoncture, mais aussi à la mutation générationnelle au sein de Walfadjri. Le fondateur avait peut-être sa propre appréhension donc des réalités du pays, mais celui qui est son suivant, en l'occurrence son propre fils, il a aussi peut-être un engagement, un enthousiasme qui est à rattacher à la génération à laquelle il appartient. Par conséquent, il faut 2 niveaux de lecture pour apprécier aujourd'hui la conjoncture qui sévit au niveau de Walfadjri. Par conséquent, le ministre et tous les plénipotentiaires qui travaillent sur le dossier de Walfadjri doivent revenir à la raison et permettre donc à Walfadjri de retrouver effectivement ses attributs. Merci Mamadou Ndiaye, c'était Economia, politique et économie. Alors, Cheikh Hassan Fall. Oui. Jërëjëf. Allez, à demain. Ouais, ñu joxante fi dig daje ëllëg, Inch'Allah. Inch'Allah Rabbi. Mesdames et messieurs, publicité après ñu ñëw si xibaar yi si wolof ak Abdourahmane.